Bonjour et bienvenue dans ce cours en ligne dédié à l'impact des réformes sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Notre objectif, connaître les impacts des réformes actuelles et comprendre la philosophie du législateur qui vise d'abord et avant tout l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. Les réformes s'appuient sur deux textes principaux. La loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dite loi Avenir, et la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Plusieurs décrets d'application restent à paraître. Néanmoins, les nouvelles dispositions prévues par ces lois entreront en vigueur dès le 1er janvier 2020 et auront donc un impact sur la DOTH 2021 pour les employeurs publics. Lors de ce cours en ligne, nous allons aborder les différentes évolutions législatives en cours, à savoir les modalités de réponse à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, avec l'impact sur la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés DOETH, les modalités favorisant l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'accessibilité aux concours et examens et la titularisation suite à un contrat d'apprentissage, les modalités favorisant le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, à savoir la promotion par détachement et la portabilité des équipements. Cela est en cohérence avec d'autres mesures, notamment la mise en œuvre de la PPR créée par l'ordonnance numéro 2017-53 du 19 janvier 2017, qui s'inscrit dans la volonté de mieux travailler au maintien dans l'emploi des agents reconnus inaptes. Enfin, le rôle du référent handicap est réaffirmé et le FIP continue à agir pour la mise en œuvre concrète des actions permettant d'atteindre les objectifs sous-entendus par les textes de loi. La déclaration obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés. Les textes de référence sont l'article 67 de la loi numéro 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et l'article 90 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, auxquels s'ajoutent les décrets du 26 juin 2019. Désormais, tous les employeurs publics, y compris les employeurs de moins de 20 agents, devront déclarer leur situation vis-à-vis de l'obligation d'emploi. L'enjeu est de parvenir à avoir une vision plus exhaustive quant à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique. Tout employeur public occupant au moins 20 agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi. Le taux d'emploi légal dans la fonction publique est toujours de 6%. Néanmoins, la loi Avenir introduit la possibilité de réviser ce taux tous les 5 ans, après sollicitation et avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, CNCPH. Le taux ne pourra jamais être inférieur à 6% et ne pourra donc qu'augmenter. L'idée derrière cette disposition est de pouvoir aligner l'obligation d'emploi en tenant compte de l'évolution de la proportion de personnes en situation de handicap dans la société, évaluée aujourd'hui à presque 7%. Par ailleurs, dans une logique d'alignement des obligations entre le secteur privé et le secteur public, les seuils déterminant le coefficient multiplicateur dans le cadre de la contribution évoluent pour la fonction publique. Désormais, il est de 400 pour les employeurs publics employant jusqu'à 249 agents, contre 199 jusqu'à présent. Les modalités de déclaration. Le principe fondamental est de viser la simplification de la DOETH et de disposer d'une vision plus dynamique de l'emploi des personnes en situation de handicap. Comme pour le secteur privé, la DOETH a vocation à être intégrée à la déclaration sociale nominative DSN. À compter de 2021, tous les employeurs publics devront établir cette DSN. Les employeurs déclareront ainsi chaque mois leurs bénéficiaires de l'obligation dans le cadre de cette DSN. Les employeurs publics déposent auprès du comptable public compétent leur déclaration chaque année, accompagnée du paiement de la contribution si leur taux d'emploi est inférieur à 6%. Si l'employeur ne déclare pas ou ne régularise pas sa situation, il est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi, et le montant de sa contribution sera calculé comme s'il avait un taux d'emploi égal à 0. Les contrôles des DOETH seront effectués par le FIPHFP. Désormais, les agents BOE de 50 ans ou plus pourront être valorisés dans le cadre de la déclaration à hauteur de 1,5 unité. Attention, cette valorisation n'intervient qu'une seule fois, soit l'année de leur recrutement pour ceux ayant 50 ans ou plus au moment de ce recrutement, soit l'année où ils acquièrent la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi postérieurement à leur 50e anniversaire. En cohérence avec la volonté de favoriser l'emploi direct des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, désormais les dépenses déductibles n'auront plus d'impact sur le taux d'emploi déclaré par les employeurs. Ces dépenses pourront toujours être valorisées, mais uniquement en ce qu'elles pourront diminuer d'un certain montant la contribution éventuelle. Ainsi, peuvent être déduites du montant de la contribution
les dépenses afférentes aux contrats passés avec des entreprises adaptées, des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés, les dépenses directement supportées par l'employeur destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et les dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'accompagnement des élèves ou étudiants au sein des établissements d'enseignement. Les réformes précisent que désormais dans la fonction publique, les dépenses effectuées auprès des entreprises adaptées, des ESAT ou des travailleurs indépendants handicapés pourront être valorisées uniquement en prenant en compte le coût de la main-d'œuvre. De plus, ces dépenses ne pourront être valorisées qu'à hauteur de 30% maximum de ce coût de la main-d'œuvre. Autre modification concernant les dépenses de sous-traitance. Si votre taux d'emploi est inférieur à 3%, ces dépenses pourront venir en déduction jusqu'à 50% de votre contribution et jusqu'à 75% si votre taux d'emploi est supérieur ou égal à 3%. Pour vous aider, une attestation des dépenses effectuées sera transmise à l'employeur par l'ESAT, l'entreprise adaptée ou le travailleur indépendant handicapé au plus tard le 31 janvier de chaque année. Un modèle d'attestation sera défini prochainement par arrêté. Les dépenses effectuées par l'employeur destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés pourront également être déduites de la contribution, mais dans la limite de 10% du montant total de la contribution. Enfin, l'article 98 et la réduction particulière évoluent. Désormais, les dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'accompagnement des élèves et étudiants en situation de handicap au sein des établissements d'enseignement pourront être déduites à hauteur de 90% du montant de la contribution en 2020 et 80% du montant de la contribution à partir de 2021. Les dispositions favorisant l'insertion des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique. L'accessibilité aux concours, procédures de recrutement et examen, article 92 de la loi de transformation de la fonction publique. Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats en situation de handicap, de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d'application de ces dérogations sont fixées par décret en Conseil d'État. La titularisation suite à un contrat d'apprentissage, article 91 de la transformation de la fonction publique. À titre expérimental et pour une durée de 5 ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de l'obligation d'emploi peuvent être titularisés à l'issue d'un contrat d'apprentissage dans le corps ou grade d'emploi correspondant à l'emploi qu'ils occupent. Cette titularisation est conditionnée à la vérification de l'aptitude professionnelle de l'agent. Une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l'apprenti et après un entretien avec celui-ci. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de cette expérimentation. Il précise les conditions minimales de diplôme exigées et les conditions du renouvellement éventuel du contrat d'apprentissage. La de cette expérimentation est présentée au Parlement un an avant son terme. Les dispositifs favorisant le maintien dans l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la fonction publique. La promotion par détachement, article 93 de la loi de transformation de la fonction publique. Les employeurs doivent permettre aux travailleurs handicapés de développer un parcours professionnel, d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle. À compter du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 décembre 2025, les fonctionnaires en situation de handicap relevant de l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi peuvent accéder à un corps ou grade d'emploi de niveau supérieur ou de catégorie supérieure par la voie du détachement, sous réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de service public. Au terme d'une durée minimale de détachement, qui peut le cas échéant être renouvelée, ils peuvent être intégrés dans ce corps ou ce cadre d'emploi. Le détachement et le cas échéant l'intégration sont prononcés après appréciation par une commission de l'aptitude professionnelle des fonctionnaires à exercer les missions du corps ou du cadre d'emploi. Un décret en Conseil d'État viendra fixer les conditions d'application, notamment la durée de service public exigée des candidats au détachement, les modalités d'appréciation de l'aptitude professionnelle préalable à ce détachement, la durée minimale de celui-ci, les conditions de son renouvellement éventuel et la composition de la commission chargée d'apprécier l'aptitude professionnelle du fonctionnaire.
La période de préparation au reclassement, la PPR. Les textes de référence de la période de préparation au reclassement sont l'ordonnance numéro 2017-53 du 19 janvier 2017, ainsi que les décrets numéro 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une PPR au profit des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, et du décret numéro 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une PPR au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Le décret relatif aux agents de la fonction publique hospitalière est à venir. Les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet reconnus inaptes aux fonctions de leur grade de manière temporaire ou définitive, mais qui sont aptes à exercer d'autres activités, peuvent bénéficier de la période de préparation au reclassement. Par conséquent, les fonctionnaires reconnus inaptes à leur fonction uniquement ou reconnus inaptes à toute fonction ne pourront pas bénéficier de la PPR. De plus, aucune disposition ne prévoit l'application de la PPR aux agents contractuels. D'une manière générale, la PPR bénéficie à tout fonctionnaire titulaire reconnu inapte à l'exercice des fonctions correspondant aux emplois de son grade. Il s'agit d'une inaptitude définitive et il revient au comité médical d'apprécier le niveau de l'inaptitude. Elle n'est pas ouverte aux agents temporairement inaptes aux emplois de leur grade. Durant la période de préparation au reclassement, l'agent peut suivre des formations, être en période d'observation ou être mis en situation sur un ou plusieurs postes, que ce soit au sein de son établissement d'origine, dans un autre établissement ou chez un autre employeur. Pendant la PPR, l'agent demeure en position d'activité dans son corps ou cadre d'emploi d'origine. La PPR prend fin lorsque l'agent est reclassé, et ce au plus tard 12 mois après la date à laquelle elle a débuté. La portabilité des équipements en cas de mobilité professionnelle. L'article 92 de la loi de transformation de la fonction publique prévoit qu'en cas de mobilité professionnelle, l'employeur public est tenu de prendre les mesures appropriées permettant à l'agent en situation de handicap de conserver les équipements contribuant à l'adaptation du poste de travail. Le référent handicap, article 92 de la loi de transformation de la fonction publique. La loi de transformation de la fonction publique introduit un nouveau droit pour les agents, à savoir celui de pouvoir consulter un référent handicap. Les missions principales du référent handicap sont d'accompagner l'agent tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par l'employeur en matière d'accueil, d'insertion, de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. L'employeur est tenu de garantir que le référent handicap dispose sur son temps de travail du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Il est également possible de mutualiser la fonction entre plusieurs employeurs publics. Les orientations stratégiques du FIPHFP, article 90 de la loi de transformation de la fonction publique. La loi prévoit un élargissement des missions du FIPHFP, à savoir la publication des objectifs et résultats des conventions conclues avec les employeurs publics, un rôle de conseil auprès des employeurs publics pour la mise en œuvre de leurs actions en faveur des agents en situation de handicap, et l'introduction dans la composition du comité national du FIPHFP de représentants du service public de l'emploi, Pôle emploi et ou Cap emploi. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.